Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale attise les tensions dans le pays. Faut-il craindre une escalade à l'approche des élections locales? Notre analyse à suivre dans un instant. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire accueille la Journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, des experts s'intéressent à la problématique persistante des sachets plastiques malgré leur interdiction. Et puis les manques sont de retour au grand bonheur des consommateurs et des commerçants, vous le verrez. Depuis l'annonce samedi de la radiation de l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo de la liste électorale, les tensions entre pouvoir et opposition s'exacerbent. À seulement 3 mois des échéances municipales et régionales, l'escalade est-elle à craindre? L'analyse de Pierre Dipomélin dans ce récit. Laurent Gbagbo, Soroki Bafori-Guillaume et Charles Blé Goudet sont les illustres absents de la liste électorale publiée par la CEI. Si Charles Blé Goudet, président du COJEP, prend avec philosophie cette exclusion considérée comme les effets de sa condamnation par la justice ivoirienne, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, président du PPACIE, qualifient le retrait de leur mentor de la liste électorale de provocation et menacent de mener des actions pour sa réintégration sur la liste des électeurs. Devant ce qui apparaît à ses yeux comme une provocation insupportable, inacceptable, le PPACI condamne sans réserve et rejette totalement la mesure discriminatoire d'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Il la juge inacceptable et il ne l'acceptera pas. Exige le rétablissement immédiat du droit de vote du président Laurent Gbagbo. Le porte-parole du PDCI a donné lui aussi dans le même ton. Cette situation doit être rétablie rapidement pendant la phase de contentieux. On est dans un contexte difficile et fragile. La réaction du secrétaire exécutif du RHDP ne s'est pas fait attendre. Pour lui, il est logique qu'une personne déchue de ses droits civiques ne figure pas sur la liste électorale. Le nom de Laurent Gbagbo n'a pas été retiré de façon abusive ou arbitraire ou sans raison. Il ne bénéficie pas de droits civiques et civils du fait de sa condamnation. Ce n'est pas en prenant la rue que Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste. Ils peuvent gérer cette question dans le tumulte ou, tout comme ils peuvent gérer cette question par la voie du dialogue, en se disant que de toutes les façons, l'amnistie relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Cette passe d'armes a fait monter la tension d'un cran. Des étudiants pro-PPACI, se réclamant de la FESI, ont embouché la trompette des menaces sur les réseaux sociaux, appelant à une intégration immédiate de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et nous lançons un appel. À Alassane Ouattara. Nous voulons dire au président, nous aimons tant notre pays. Nous sommes des démocrates. Et en tant qu'étudiants, nous avons le devoir de vous dire de mettre fin à votre manipulation. Nous estimons que la CEI est une structure responsable. Et nous voulons profiter de cela pour interpeller la CEI. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Donc quand vous prenez des résolutions, quand vous prenez des décisions en faveur de Laurent Gbagbo ou en sa défaveur, réfléchissez très bien. Très bien, parce que d'un moment à l'autre, nous allons réagir. À leur suite, d'autres étudiants pro-RHDP ont donné la réplique. Ces menaces font suite, selon eux, à l'absence sur la liste électorale provisoire du nom de M. Laurent Gbagbo, président du PPACI. Face aux propos d'une extrême gravité, le mouvement des élèves et étudiants républicains de Côte d'Ivoire s'interroge sur l'identité réelle de ces prétendus étudiants, car le niveau auquel le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis nos universités ne peut produire des étudiants d'un si bas niveau. En effet, s'ils étaient vraiment des étudiants, ils auraient compris que l'article 4 du Code électoral précise les conditions de retrait d'une personne de la liste électorale. À quelques 3 mois des élections municipales et régionales, les joutes verbales dans le climat politique ivoirien ne rassurent pas, selon le professeur Simplice Dion, observateur averti de la scène politique ivoirienne. Je puis dire que ce sont des réactions normales, parce que ceux qui s'attendaient à avoir inscrit le nom du président Laurent Gbagbo sont déçus. Et c'est certainement une façon pour eux d'exprimer leur déception et leur frustration. Seulement, cette manière d'exprimer cette frustration, c'est cela qui inquiète.
parce qu'on a assisté à des déclarations qui sont parfois inquiétantes, parfois belliqueuses, parfois même bellicistes. Et tout ça, ça nous montre que la paix en Côte d'Ivoire est menacée, mais parce que c'est une paix qui a toujours été fragile. C'est pour ça que nous avons toujours demandé à ce qu'on fasse attention à nos mots, à nos paroles et à nos comportements. Certains veulent déjà bander les muscles, mais ce n'est pas la solution. Il y en a d'autres qui demandent qu'on réinscrive le nom du président Gbagbo, mais qui le demandent avec la manière. Je crois que ceux-là sont dans la bonne voie. Je pense que rien n'est impossible en Côte d'Ivoire. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat à ces élections locales du 2 septembre prochain, son absence de la liste électorale est vue par ses partisans comme un acharnement du pouvoir contre le président du PPACI, candidat aux prochaines élections présidentielles de 2025, selon ses partisans. Qu'ils soient bleus, noirs ou blancs, les sachets plastiques pullulent dans la vie quotidienne des Ivoiriens, pourtant interdits depuis 2013. Ces objets polluants persistent dans le paysage. À quelques jours de la Journée mondiale de l'environnement abritée en Côte d'Ivoire le 5 juin, des experts se penchent sur cette problématique qui représente un défi pour la nation. Nedja Edja. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité. Malgré la loi pour interdire l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, la situation demeure au statu quo. La question de l'impact des sachets plastiques sur l'environnement et la gestion de ces déchets était donc au cœur d'une rencontre d'experts initiée en prélude à la Journée mondiale de l'environnement. Au cours de ces échanges, quelques solutions ont été proposées. Pour repenser la façon de produire le plastique, notamment en substituant le plastique inutile, sans valeur, par du plastique essentiel, et aussi en utilisant du plastique qui est recyclable, compostable ou réutilisable. Tant que l'État lui-même n'encadre pas encore, ça va être difficile de parler aux industriels qui produisent. Parce que l'industriel produit, mais le consommateur, c'est le citoyen. Et c'est après utilisation que nous avons les sachets plastiques, vraiment en pleine rue ou bien dans les eaux et tout ça. Le représentant des Nations Unies a quant à lui invité à mettre un accent particulier sur l'économie circulaire, tout en insistant sur l'implication de tous. Le changement d'habitude, c'est très important. Il ne suffit pas d'avoir une loi. Il y a beaucoup de pays africains qui ont des lois sur la pollution plastique. Il faut qu'on passe à l'action. Et l'action, ce n'est pas le gouvernement seul. Tout le monde est concerné. Le 5 juin prochain sera célébrée la Journée mondiale de l'environnement, initiée depuis 1973 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour cette édition 2023, marquant le cinquantenaire, la Côte d'Ivoire sera le pays hôte. Cela faisait moins d'1 an qu'il était à Abidjan avec l'espoir d'offrir une meilleure vie à sa famille. Un rêve brisé la semaine dernière après qu'il ait été poignardé par son apprenti Gbaka. Une épreuve que vivent difficilement ses proches, pointant du doigt la consommation de substances illicites dans les gares. Le reportage de Timé Danger et Kimo Eric. Morgue d'Anyama, commune du nord d'Abidjan. Y sont rassemblés parents, syndicalistes et camarades de Kaboré Ismaël, jeune chauffeur de Gbaka, minicar de la ligne Adjamezo à Bobo, tué mercredi dernier par son apprenti. Un infortuné conducteur, décédé pendant le service moins de 6 mois après avoir eu son permis de conduire, et un Gbaka, en provenance de Gagnoa, où il a laissé sa mère et 3 sœurs pour venir se chercher à Abidjan et s'occuper de la fratrie. Quand il est venu à Abidjan, nouvellement, c'est moi, il a connu. Il dormait chez moi. C'est moi, il est pris comme mon petit frère. Tu as vu, non? Il faisait tout chez moi, il dormait chez moi. C'est tout demain, il est devenu chauffeur là. On s'est libéré, il allait prendre sa maison. Et l'homme qui est venu à Abidjan, il ne connaît personne. Ce n'est pas moi seul. Il n'y a pas son parent à Abidjan ici. C'est le fils qui était à Abidjan ici qui travaillait par rapport à sa maman. De temps en temps, il aimait sa mère. À notre grande surprise, on nous appelle pour dire qu'il a été poignardé par son apprenti.
Vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, on ne pouvait pas être là ce matin. Mais je bénis Dieu de ce que le Seigneur nous donne la force de pouvoir surmonter cette épreuve-là. Un triste sort qui accable sa génitrice. Difficile pour elle de taire la douleur. Le cœur en lambeaux, l'âme crevée, le visage mouillé, elle se demande bien comment l'apprenti a pu assassiner son espoir, celui qui n'était venu dans la capitale économique que pour lui trouver du pain. Pour ses camarades, contrits, la réponse se trouve dans la prise de stupéfiants et assimilés qui pullulent les gares routières. Quand vous voyez aujourd'hui, les apprentis font palabre avec les chauffeurs, avec les usagers, ils sont sur le fait d'alcool, sur le fait de vaudis et puis autres comprimés, etc. Mais il faudra qu'ils invitent. Le petit, lui-même en âme et conscience là, si tu lui demandes qu'il n'a qu'à tuer son patron, il ne peut pas le tuer. Mais ce n'est pas lui-même. Ce sont les médicaments là, Télémol, Vaudi, Découlé, Kadhafi, ils enlèvent ça où? Ce drame, qui fend les cœurs, remet au goût la nécessité d'assainir les aires de chargement et de déchargement. Aussi des syndicalistes interpellent-ils, acteurs du milieu et autorités sécuritaires. Nous les chauffeurs, on va prendre nos responsabilités maintenant. Tu as vu, non? On ne va pas accepter de travailler avec l'apprenti qui boit, l'apprenti qui prend les drogues. Ça ne nous arrête pas maintenant. On est fatigué de ça. C'est à cause de ça qu'ils insultent les clients là. Les clients nous insultent. Ah, les chauffeurs de Gbara sont maudits, l'apprenti de Gbara sont maudits. Nous allons faire le toilettage du milieu du transport en Côte d'Ivoire pour pouvoir aider la population. Ben, nous vivons de ça. On ne va pas laisser ce milieu se gâter comme ça. Interpellant encore les autorités, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Parce que tout le monde est unanime aujourd'hui des boissons frélatées. Mais tout le monde voit, personne ne parle. Le syndicat ne peut pas traquer les vendeurs de boissons frélatées. Chacun a son travail. Nous, on ne peut pas se mettre au-dessus de la loi. Le coup de balai se fera sans l'aîné de Gisèle Zégou. Avant le repos éternel, il a droit à une prière. À terme, le cortège funèbre prend la route du cimetière municipal d'Abobo pour l'inhumation. En arrière, une mère, toujours inconsolable. Immersion dans un lavage auto 100% féminin, initié par un collectif de femmes. Elles veulent mettre fin aux clichés associés aux activités réservées aux hommes en alliant compétences et savoir-faire. Le reportage d'Issa Koné et Zécré Joseph. Ici, ce sont des jeunes filles qui manient ces pistolets à haute pression d'eau sur les voitures à laver. Le lavage 100% féminin, une première en Côte d'Ivoire. Sandrine fait partie de cette vague de filles formées aux techniques de lavage de voitures. Un métier qu'elle n'aurait jamais imaginé exercer parce que dévolu jusque-là aux hommes. Si on me demandait même de laver une voiture, j'allais refuser. Mais il me dit qu'il n'y a pas de sous-métier. En tout cas, ça me fait plaisir de voir des femmes laver parce que de nos jours, c'est rare de voir une femme faire le métier d'homme. Peut-être au début, ça n'a pas été facile. Je me suis dit, est-ce que j'allais pouvoir arriver puisque c'est un métier d'homme. Mais avec la formation, au fur et à mesure, j'ai vu que c'est passionnant. Il s'agit de promouvoir la femme et lui trouver une source de revenus pour contribuer à son autonomisation. C'est un projet qui nous tient à cœur. On donnera de tout ce que nous avons pour essayer d'améliorer les performances de ces filles-là. La finalité, c'est quoi? C'est de promouvoir la femme. C'est d'aider ces jeunes femmes-là à évoluer, à avoir une place aussi dans la société. On veut montrer que les femmes sont capables de faire des métiers d'hommes. Pas pour nous comparer aux hommes, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible, mais les femmes, si elles le veulent, elles sont capables de faire des métiers dits d'hommes. Pour les premiers clients, c'est une initiative à encourager. Patienter pendant une vingtaine de minutes pour avoir une prestation de qualité, cela en vaut bien le coup. J'ai été très ému parce que j'ai pensé qu'avec le CAC, tout ça, ça allait fatiguer les filles. Mais je suis étonné parce qu'elles lavent normalement la voiture. Quand tu prends ta voiture, tu es très satisfait. Initiatrice de ce projet, les assos entendent dans un futur proche créer d'autres lavages de ce genre dans la capitale économique avec un espoir d'inciter et d'inspirer d'autres jeunes filles à se lancer dans l'entrepreneuriat.
Et puis les élèves en classe de 3e et de terminale se préparent à affronter les examens de fin d'année, notamment le BEPC et le bac. Comment vivent-ils cette préparation et comment sont-ils accompagnés par leurs professeurs? Élément de réponse de Nikema Moussa et Tanguy Conan. On aura la thèse et Nous sommes à quelques jours des examens de fin d'année. En classe de 3e ou de terminale, les candidats aux différentes compositions sont au dernier cours et révision du programme. Entre stress et confiance, ils restent attentifs aux dernières leçons. Je me nomme Moutaïou Tofika Goloatoï. Alors c'est bientôt les examens. Comment tu te sens? Bon, c'est un peu stressant à voir que les examens approchent, la pression des parents, des professeurs et tout. C'est un peu stressant selon moi. Bon, étant à la maison, je revis ce qu'on fait déjà ici. Et puis arrivé à la maison, quand je essaie de voir d'autres documents, je bosse dedans aussi pour voir. Bon, les prépas se passent bien, surtout avec les prépas de l'école qui commencent cet après-midi. De suite, on essaye d'étudier aussi dans d'autres groupes aussi, arriver à la maison. On essaye d'étudier dans d'autres cahiers, dans d'autres livres aussi. Donc ça se passe bien dans l'ensemble. Ces révisions générales se font à travers les prépas bac et BEPC. C'est aussi l'occasion pour le personnel d'encadrement de corriger les lacunes observées pendant l'année scolaire et préparer au mieux les candidats. Nous sommes sur la dernière leçon. En tout cas, ça se passe bien. Les élèves sont toujours en classe. Nous les encourageons à terminer les cours. Les derniers jours, les dernières leçons peuvent sortir à l'examen. Donc nous les demandons à toujours venir en classe, à suivre et à réviser les leçons. Nous, on a deux axes principaux pour atteindre nos objectifs en ce qui concerne les examens de fin d'année. Il y a le cours de renforcement des capacités pour les élèves qui sont un peu faibles en cours d'année. Et après l'arrêt des notes, en fin d'année, on organise des cours de préparation aux examens de fin d'année à grand tirage. Et ces cours-là consistent à véhiculer toutes les méthodes. Les méthodes liées à la fraude, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas qu'il y ait des fraudes, la sensibilisation en premier, et puis amener les enfants à compter sur eux-mêmes, leurs propres valeurs. Les épreuves orales et pratiques des BEPC et du baccalauréat sont prévues entre le 3 et le 1er juillet 2023 pour laisser place aux épreuves écrites qui, quant à elles, sont prévues entre le 12 juin et le 7 juillet sur l'ensemble du territoire national. Comme chaque année, ce sont des milliers de candidats qui participeront à ces examens, avec chacun l'espoir d'avoir ce précieux sésame. Je vous le disais, c'est le grand retour des mangues en Côte d'Ivoire, ce fruit tant apprécié pour sa chair tendre et sucrée, une période très attendue aussi bien par les consommateurs que par les commerçants, comme nous le montrent Nadja Edja et Kimo Eric dans ce reportage. Sur ce marché situé entre la commune d'Atékoubé et celle de Yopougon, l'orange est la couleur dominante. Normale, la saison des mangues est ouverte depuis peu, offrant à la vue de beaux fruits qui incitent à la consommation. Cela fait maintenant 30 ans que Sogbe Soro s'est lancé dans la commercialisation de ce fruit. Bien qu'ayant arrêté toute autre activité commerciale en raison de sa santé, cette dame ne manque pas au rendez-vous annuel de la mangue. Si mangue finit, je suis à la maison. Si mangue commence, je reviens. Le commerce de mangue fait vivre de nombreuses personnes. Commerçants, transporteurs, conducteurs de tricycles, chacun y trouve pour son compte. S'il n'y a pas embouteillage dans ça là-bas, on va faire 4 voyages, 5 voyages comme ça. Ça m'arrange, ça m'arrange. Les matins, à partir de 5h40, nous sommes là. Jusqu'à 7h déjà, on a fini souvent 7 bassines. Ça, c'est pour les femmes graissées qui viennent prendre pour se promener en ville. Des 6 roues, tu sautes, on peut charger 2, 3 par jour quand les mangues sont là. Et ça peut prendre au moins 60 à 70 cartons qu'on partage en ville. Les femmes viennent prendre les grossiers. Il y a des femmes qui restent et commandent et la livraison, on fait la livraison déjà. Ce que vous voyez sur les tables là, c'est des détails qu'on met pour les passants. Pourtant, malgré le dynamisme de l'activité, on note quelques grincements de dents chez clients et commerçants. Cette année, le fruit est vendu plus cher. En ville, on trouve les mangues chères. On arrive ici, on se rend compte que c'est pratiquement les mêmes choses. On nous dit 5 mangues à 2000.
Je vais en prendre puisque mes enfants en demandent. Moi-même, j'aime bien manger les fruits. Donc bon, je vais en prendre. J'ai pas de choix. Cette année, ce mangue n'a pas donné en brousse. Borchamp, même les cartons de mangue fait aujourd'hui 6 000. Quelque chose en Pyrénées, paraît que dans les 3 000. Une fois qu'on prend 6 000 borchamp, qui prend sur pile au moins 700 francs pour envoyer au village. Maintenant, le camion qui transporte pour venir là, ça fait, les cartons fait 2000 francs. Avec tous ces trucs-là, bon, voilà ce qui a fait que mangue aujourd'hui, on s'est retrouvé dans les 12 000. Ces mangues arrivent du nord du pays où elles sont produites. Une fois les produits reçus, ces commerçantes doivent s'assurer de les écouler rapidement. Ils ont fait comme genre de société au fait. Des 10 garçons peuvent s'associer pour remplir un camion. Chacun a sa cliente ici. Donc quand ils font le chargement, ils viennent et puis chacun prend pour lui. On peut recevoir au moins 15 camions par jour, souvent 17 camions par jour, souvent même 20 camions par jour. Il y a les Kent, il y a Séguéla, il y a Palmer et puis il y a les greffes. Souvent même beaucoup se gâtent. Moi je ne décourage jamais, on est toujours dedans. Pour éviter les pertes, l'alternative toute trouvée, c'est la transformation. Sur les étals de cette boutique, on trouve plusieurs produits dérivés de ce fruit. Nous avons les confitures, nous avons des tablettes, nous avons des mangues séchées. Et bon, le domaine cosmétique aussi, il y a la mangue, le beurre de mangue, tout ça. Et donc, il y a toute une variété de produits à base de mangue. Ça donne une seconde vie au produit et ça prolonge la durée de vie de ce produit-là. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit environ 150 000 tonnes de mangue. Le pays est le premier exportateur de la sous-région et fournit principalement les pays d'Europe. Dans l'actualité sportive, l'Africa Sport s'est incliné ce mardi face à l'Agir Sport de Guy Berrois, 3-2, une défaite qui assure aux Rouges et Verts un pas de plus vers le maintien en deuxième division. Et c'est au stade Robert Champroux de Marcory que les deux équipes se sont affrontées dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 2, alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour s'envoler vers l'élite. Les Aiglons ne parviendront pas à tirer leur épingle du jeu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.